tombé amoureux de mon idée. Elle était merveilleuse. Elle n'avait pas besoin d'être validée. Surtout qu'elle parlait du futur, de ce qui n'est pas encore. Elle est en train de dire tout ce qui est passé est faux. Donc, je n'ai pas fait un travail que beaucoup de jeunes entrepreneurs ne font pas assez. C'est de soumettre leur idée à un sérieux test de réflexion et à ce truc têtu qui s'appelle les données. La réalité. On dit en venant faire un projet en Afrique, il n'y a pas de données. Ce n'est pas vrai. Il y a des données. Allez faire des tests, faire des sondages et regarder les données. Et peut-être qu'elles vont nous dire en face ce qu'on ne veut pas entendre. Cette idée est pourrie, ne marchera pas. On ne l'assumait pas au test de parler à des adultes expérimentés. Des gens qui sont capables de vous dire ce qui ne va pas là-dedans. Si en 2000, quelqu'un se lève et veut faire de la mutualisation de services informatiques en Afrique et qu'il décide de le faire non pas par le web mais par une technologie propriétaire, il faut lui mettre une claque. Et personne ne m'a fait ça. J'ai écrit un très beau business plan parce que je savais faire ça. J'ai fait des études. Il faisait 200 pages. Les calculs étaient justes. Les graphiques étaient très beaux. Et il était faux. Il était faux. On ne peut pas faire ça et ignorer le web en 2000. Je veux retourner en 2000 et me mettre des claques. Et je n'ai pas soumis, encore une fois, mon idée au test de la réflexion. J'essaie de consacrer une petite heure les mercredis à écouter un porteur de projet. Et ils viennent littéralement me demander de réfléchir à leur place. J'ai une idée, je pense qu'on devrait faire un système pour permettre aux étudiants à Dakar d'avoir leur truc gratuitement à la maison, quelque chose. Et je dis, mais est-ce qu'ils en ont besoin? Est-ce que ça... Ces questions-là, il faut que quelqu'un nous les pose, il faut qu'on se les pose. Et je pense que c'est une erreur très courante chez l'entrepreneur de partir de cette intuition. Et c'est ça qu'ils font les entrepreneurs, cette merveilleuse intuition, mais de ne pas la soumettre à un test rigoureux de réflexion et d'analyse. Et je suis en train d'acheter et de distribuer un livre que j'aime beaucoup ces temps-ci à des jeunes entrepreneurs à Dakar. Littéralement, je le commande, j'en commande 5 sur Amazon et je le distribue. Il s'appelle The Lean Startup Strategy. Et c'est un bouquin écrit pour la Silicon Valley, qui dit qu'il y a beaucoup de gâchis dans la Silicon Valley. Plus de 90% des entreprises échouent avant la première année, et c'est vrai. Et il dit comment faire pour tester nos idées, les affiner, sans perdre, brûler tout cet argent-là et recommencer un autre projet. Mais garder cet argent et affiner nos projets. Et j'ai réalisé que ça s'appliquait particulièrement ici parce qu'en fait, il n'y a pas d'argent à gâter ici. Et ça s'applique dans tous les cas à tous les entrepreneurs, cette démarche très rigoureuse pour tester et valider ce qu'on veut faire. Bon, on l'a un peu, on dit on va faire un pilote. Mais hier, j'ai rencontré 2 jeunes qui ont déjà fait une plateforme pilote. Et je leur ai dit, mais pourquoi vous n'avez pas testé manuellement votre idée avant de faire même une plateforme pilote? Ce que la plateforme doit faire automatiquement. Est-ce que vous êtes allé offrir ce service manuellement, sans aucune plateforme derrière, et voir si 2-3 clients le prennent, parce que vous savez le faire, jusqu'à 5 clients, ça se fait manuellement, et si ça marche, est-ce qu'ils en ont besoin? Et vous avez déjà fait 8 mois de développement. Donc, on ne fait pas assez ça. Je me suis planté pour ça. Je me suis planté parce que je ne savais pas gérer de l'argent. J'avais 30 000 euros. Je recevais 2 500 euros de plus par mois. Je n'avais pas besoin de gérer de l'argent. Et en fait, quand on fait une entreprise, il faut gérer son argent. Et je ne savais pas le faire. Donc, quelques mois plus tard, vous ne direz pas combien de mois, je me suis réveillé, je n'avais pas payé le loyer et je n'avais pas le taxi pour aller en ville. Je pense que c'est une surprise que beaucoup de jeunes entrepreneurs ont. Et si je devais recommencer, la première chose que je fais, je cherche quelqu'un qui sait compter et je le mets à côté de moi. La troisième erreur que j'ai faite, j'étais seul. J'étais seul. J'avais commencé le projet avec des copains à Paris et ils n'étaient pas prêts, pour de très bonnes raisons, à se lever et à partir à l'aventure. Et je suis venu et j'étais seul. On ne fait pas, je pense, ce genre d'aventure seul. D'abord, on n'a pas les compétences qu'il faut, tout seul. Ensuite, c'est extrêmement dur. Donc, il faut être avec quelqu'un qui vous aide. Il y a des moments où ça ne va pas, où on est fatigué, on est découragé. Il faut que quelqu'un t'attrape, te soulève et te pousse pour que tu repartes. Et j'étais seul. Et quand je me suis retrouvé en déprime, je suis resté des mois enfermé chez moi. Je sortais, j'arrivais à la maison, chez mes parents, je souriais, tout allait bien. Ils ne savaient pas que je n'avais pas payé le loyer depuis 3 mois, ils ne savaient pas tout ça. Et il était hors de question qu'ils le sachent. Je n'avais pas appris à partager un échec. Je n'avais pas appris à échouer en fait, jusqu'à présent. J'avais échoué dans des conditions très gentilles. Et là, l'échec avait une conséquence très, très matérielle. Et je ne savais pas m'arrêter. Je ne savais pas accepter que ce truc ne marchait pas. J'ai essayé d'autres solutions techniques. J'ai tout essayé, je ne savais pas m'arrêter. Et là, un ami m'a rendu un immense service.
Il est venu me trouver chez moi. Je ne répondais plus au téléphone depuis des jours. Parce que quand ça ne va pas et que tu ne sais pas gérer ça, tu t'enfermes. Il est venu me chercher chez moi. Il a tapé à la porte jusqu'à ce que j'ouvre. Et il m'a dit, tu n'y arriveras pas tout seul, tu sais. Il était mort de rire. Hein. Il était un peu plus âgé que moi. Et il était mort de rire. Et je lui en voulais sur le coup. Après, il m'a expliqué qu'il fallait qu'il rigole pour me réveiller un peu, pour que je m'énerve. Il voulait vraiment m'énerver. Et il me dit, mais franchement, et tu crois que c'est parce que tu as fait des études que tu vas y arriver seul, quoi. C'est l'école de la vie, ce truc. Tu ne vas pas y arriver seul. Il m'a embêté. Et puis, il m'a posé. Et on a passé des heures, il a passé des heures à me démontrer que je m'étais planté, que je devais arrêter. C'était la chose la plus douloureuse que j'ai jamais faite, d'accepter que je m'étais planté. Et de me retourner vers mes amis en France. Certains d'entre eux m'avaient donné un peu de leurs sous. Et de leur dire aussi que je m'étais planté et que j'avais perdu leur argent. Ouais, c'était extrêmement dur. Mais il l'a fait et il m'a posé et il m'a rappelé une autre chose importante. Il m'a rappelé que, au-delà de l'emprise, que j'en étais arrivé à penser que l'emprise que j'étais en train de faire, c'était ma valeur. Et il m'a dit, écoute, tu sais faire quelque chose, tu es un bon informaticien, tu sais faire des choses, tu ne mourras pas de faim. Arrête ça, utilise ton métier, le temps de te poser et de repartir. Et je suis sorti et je suis allé voir quelqu'un que je connaissais en ville qui était en train de chercher une consultation. Il voulait faire un site web. Et je suis allé le voir et je lui ai dit, si tu m'avances un peu d'argent, c'était pas beaucoup, 300 000 francs, parce qu'il faut que je paye mon loyer, il faut que j'ai mon taxi, je te livrerai ton site web la semaine prochaine. Parce que ça, je sais faire. Ne fais pas ton appel d'offres, donne-moi juste 300 000 là, s'il te plaît. Il m'a regardé et il m'a dit, tiens, le budget qu'on avait pour le site web, c'était à l'époque, hein, c'est 3 millions, voici les 1,5 million d'avance. Il avait pitié. et il m'a dit, s'il te plaît, il faut que tu réfléchisses si tu ne devrais pas retourner en France. Tu t'en sortiras pas ici. On a beaucoup de ça hein, quand on rentre. Mais il m'a sauvé la vie. Hein. J'ai recommencé et je me suis rendu compte que je pouvais faire du conseil en système d'information et j'ai commencé à faire du conseil. Ça marche le conseil. Une fois qu'on se fait un petit nom, ça marche, ça paye. On fait des petites missions, hein, des projets de la Banque mondiale, à Dakar, Bamako, en Côte d'Ivoire. Ça commence à tourner et on s'en sort un peu. Ça, c'est ma troisième entreprise où j'ai fait du conseil et j'ai fini avec 5 personnes dans l'entreprise. Et j'ai appris, avec la première phase et avec cette phase-là, une autre leçon importante d'entrepreneuriat, je pense, sur mes erreurs. Quand je faisais mon système là pour mutualiser tout ça, évidemment, j'étais seul et j'avais pris des stagiaires que j'allais former et on allait développer tout ça ensemble. En fait, on fait souvent ça parce que, d'abord, on n'a pas beaucoup d'argent à dépenser. On prend un stagiaire. Au début d'une entreprise, on a besoin de compétences. Et on n'a pas besoin d'un gars moyen, on n'a pas besoin d'un gars bon, on a vraiment besoin d'une personne excellente. En général, c'est un des entrepreneurs qui démarre. Dans ce qu'on fait, on doit être extrêmement bon. Parce qu'on doit faire vite, on doit délivrer vite quelque chose de bonne qualité pour convaincre quelqu'un qui ne vous connaît pas. Si vous êtes une grande boîte, vous avez un nom, vous pouvez délivrer un mauvais produit, ça va prendre du temps avant que les gens le réalisent. Si vous êtes une petite boîte qui débute, votre produit doit être bon. Il faut qu'il soit vraiment bon pour qu'un client le remarque et l'accepte. Donc, on ne peut pas faire l'économie d'avoir des gens vraiment bons dans son équipe. Alors, on va prendre des stagiaires parce qu'on n'a pas les moyens, ou des gens moyens parce qu'on ne veut pas payer, ou bien parce qu'en fait, on ne peut pas payer un gars vraiment bon. Il faut lui donner la moitié de votre projet. Or, on veut garder jalousement son projet. Alors, on prend des gars moyens. Et on perd énormément de temps parce qu'on passe son temps à les encadrer, à les faire monter, et on fait le projet tout seul, mais moins vite que si on était vraiment tout seul. Et je suis arrivé dans cette boîte qui s'appelle Google il y a quelques années, et j'ai découvert une méthodologie de recrutement complètement délirante. J'ai passé 14 entretiens. Et quand je m'en suis plaint auprès de mon chef, le VP IMIA, il m'a dit « Ah, cool, moi j'en ai passé 40. » Qu'est-ce que tu racontes? Il me dit « Ah, j'en ai passé 20, obligatoire. » Et quand ils m'ont dit qu'ils allaient me prendre, j'ai demandé à rencontrer tous mes collaborateurs, j'en ai fait 20 autres.
Et pourquoi ils font ça? Parce qu'ils ont cette idée un peu ridicule, exprimée ainsi, qu'on ne doit pas recruter quelqu'un de bon, on doit recruter le meilleur. Et ça leur fait perdre beaucoup de temps. Le recrutement chez nous prend énormément de temps. Mais quand je reviens maintenant dans mes années d'entrepreneuriat, je réalise une chose. Si par exemple dans l'informatique, un gars excellent travaille 10 fois plus vite que 10 gars moyens. Sérieusement. Ce n'est pas de l'hyperbole. C'est vraiment à ce niveau que cette différence est qualitative. Et on commence nos entreprises là où on a vraiment besoin de faire bien, on les commence avec des gens moyens. Donc il faut aller trouver quelqu'un qui est meilleur que vous dans un truc dont vous avez besoin et lui donner la moitié du projet. Parce que c'est le seul moyen de le recruter. Et parce que c'est pour ça qu'il va travailler 20 heures par jour dessus. Et on aura un bon produit. Et donc ça, c'est une deuxième erreur grossière que j'ai faite dans mon parcours d'entrepreneur. Je n'ai pas recruté les gens qu'il fallait. J'ai recruté des jeunes et on a galéré ensemble et on s'en est sortis et ils sont devenus des amis. Je les ai beaucoup formés. Ils m'ont appris beaucoup de choses. Mais je sais le dire avec recul et ils savent le dire aussi qu'au moment où je les ai recrutés, ce n'est pas eux qu'il fallait que je prenne. C'était des personnes plus solides. Je vais dire quelque chose sur ma chance. Je pense qu'on apprend le leadership et l'entrepreneuriat de gens qui sont autour de nous. J'ai parlé tout à l'heure de mon ami Renaud qui m'a donné le virus de l'entrepreneuriat. J'ai découvert, quand j'ai eu mon premier moment de doute en France, que j'avais grandi à côté d'un leader. On a tous un leader à côté de nous qu'on appelle papa. En général, s'il est arrivé chef de famille, c'est pas pour rien. C'est un sacré leader. Donc, je considérais que j'avais un père pas mal extraordinaire. Et je suis parti en France et je suis resté loin de la famille pendant des longues années. Et un jour, je me suis réveillé et j'ai réalisé que, à côté de mon papa, ce type était un leader de sa communauté. Et que si j'avais rencontré un leader comme ça dans la nature, je me serais arrêté pour l'écouter et apprendre de lui. Et que je ne l'avais pas fait. Alors j'ai eu la chance de rentrer au Sénégal, de vivre avec lui 10 ans. Il est décédé l'année dernière. Et je le dis pour dire une chose. On a tous autour de nous des leaders assez extraordinaires, à leur façon. Mais on passe à côté. Et devenir leader ou entrepreneur, et ça c'est une autre erreur, je pense que j'avais et que beaucoup de jeunes entrepreneurs ont, c'est aussi ce travail sur soi-même, de se dire attention, je suis en train de partir sur une route où je vais être entrepreneur, ou je suis en train de partir sur un chemin où je vais être un leader. Est-ce que j'ai ce qu'il faut pour l'être? Où est-ce que je dois l'apprendre? Auprès de qui et comment? Et à ce moment-là, quand on se pose ces questions-là, on trouve facilement autour de nous ces gens auprès de qui on peut l'apprendre réellement. Et au moment où je faisais ça, je n'ai pas fait ça. Je n'ai pas réfléchi à ce que je faisais parce que entre start-upper, la meilleure définition que j'ai lue, c'est chez cet auteur de The Lean Startup, Eric Ries. Il dit l'entrepreneur, c'est quelqu'un qui est en train d'essayer de résoudre une incertitude. On est dans une grande société, on fait des voitures, on sait ce qu'on fait. Mais on vous crée dans cette société une petite équipe à qui on dit faites une voiture automatique. On ne sait pas si c'est possible. Il y a une incertitude sur la faisabilité technique. Ou bien il y a une incertitude sur le marché. Est-ce qu'il y a un marché pour ça? Donc être entrepreneur, c'est résoudre cette incertitude. Et quand on l'a résolu à la fin, on a un produit, un marché, un business model, etc. C'est la fin de l'entrepreneuriat. Là maintenant, on doit être patron de société ou autre chose. En général, à ce moment-là, on n'est pas bon, on tombe. Mais c'est pour d'autres raisons. Mais pour résoudre ces incertitudes-là, quand on regarde autour de nous, par exemple, la moitié des Dakarois ont leur père qui a quitté le village, qui est allé en ville à l'aventure. Ça, c'était un entrepreneur.